Monsieur le Président, Madame la Directrice de la Caisse des dépôts, Monsieur le Président de l'Agence du service civique, cher Yannick, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices de PETR ou d'autres collectivités, Mesdames et Messieurs, c'est avec évidemment un très grand plaisir que j'accepte le micro que vous me tendez pour clôturer ces États généraux des pôles territoriaux et des pays, édition 2016. Qui plus est, avec l'honneur de représenter auprès de vous Monsieur Jean-Michel Baillet, ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales, que j'ai laissé à Paris pour défendre notre budget à l'Assemblée nationale. Il y a des priorités dans lesquelles on ne peut que s'incliner. Alors le ministre m'a demandé de venir le représenter, je n'aurai pas tout à fait sa fagonde, mais je vais essayer d'insister sur mon accent qui est quand même aussi du sud-ouest. C'est d'autant plus un plaisir de prendre votre micro que le CGET et l'ANPP entretiennent des rapports durables, confiants et fructueux. En témoigne d'ailleurs l'organisation de cette journée à laquelle vous nous avez fait le plaisir de nous associer pour l'organisation donc de ces débats. Et je trouve ceci tout à fait naturel. En effet, le Commissariat général à l'égalité des territoires, qui se trouve être l'héritier de la DATAR, ne fait que poursuivre l'impulsion et le soutien que cette DATAR avait apporté il y a 40 ans au premier contrat de pays. Et ce sont plus de 600 contrats qui avaient été signés entre 1976 et 1982. Nous sommes donc dans la continuité d'une action qui a été entreprise il y a bien longtemps. Les trois objectifs principaux qui avaient été définis à l'époque pour encadrer ce mode de contractualisation locale me semblent d'ailleurs encore parfaitement d'actualité. Je les cite. Il s'agissait de la recherche de solutions adaptées aux caractéristiques spécifiques de chaque territoire rural. Il s'agissait du renforcement des solidarités avec la prise en charge du développement par un ensemble d'acteurs locaux. Et il s'agissait enfin de la lutte contre le dépeuplement rural. On voit que sur ce dernier axe, les choses ont bougé parce qu'il y a des territoires sur lesquels la problématique du dépeuplement s'est inversée et c'est très heureux. Pour autant, l'environnement institutionnel dans lequel s'inscrivent aujourd'hui ces PETR a beaucoup évolué. Je voudrais en dire un mot. La nouvelle carte intercommunale, tout d'abord, va probablement conduire, et je sais que ça a été un sujet de débat aujourd'hui, certains pays à s'effacer au profit d'une intercommunalité qui recouvrira son périmètre initial. C'est le signe d'une évolution que je veux voir positive de la gouvernance locale, dans la mesure où un EPCI a des compétences et est doté de moyens propres qui lui permettent une intervention peut-être plus efficace, ou au moins aussi efficace, plus efficace que celle des structures qu'il va remplacer. Et rien n'empêche d'ailleurs de redéfinir des PETR englobant les nouveaux EPCI à l'échelle infra- ou interdépartementale. Ce qui importe toujours, c'est qu'il y ait une vision collective du développement local et la recherche de l'efficacité de l'intervention à l'échelle pertinente, peut-être différente, suivant l'espace considéré, qu'on se réfère à des espaces de plaine, de montagne, de littoral, de vallée, etc. Quant à la nouvelle carte des régions, elle peut encore continuer de questionner. Certaines des régions couvrent en effet de vastes espaces géographiques. La Nouvelle-Aquitaine en est une belle illustration. Yannick Blanc parlait du Grand Est tout à l'heure, c'est une nouvelle illustration. Mais les analyses qui ont été conduites ces dernières années, que ce soit par des économistes ou par des géographes, ont bien mis en exergue les liens et les systèmes spatiaux qui organisent nos territoires, qui les rendent interdépendants et liés les uns aux autres, qu'on passe de l'échelle locale, entre plusieurs bourgs-centres, entre villes petites et moyennes, à l'échelle régionale ou interrégionale. Sans doute même, peut-on dire aujourd'hui, que certains périmètres administratifs n'ont plus une cohérence suffisante avec la réalité des usages du quotidien. Vos pays et PETR recouvrent souvent ces systèmes locaux qui constituent le premier niveau d'échange pour les populations et leurs activités. Les conseils régionaux, confortés dans leurs compétences en matière d'aménagement du territoire et de développement économique, ont alors la responsabilité des outils de planification. Je pense au STRADET, je pense à la SRDE2I, mais je pense aussi qu'ils ont la responsabilité de dialoguer avec les instances infrarégionales, car l'aménagement du territoire n'est pas la juxtaposition de projets de chacun, mais bien la formalisation d'une ambition partagée,
traduites par des actions déclinées à chacune des échelles. Dans ce cadre, les départements aussi, confortés dans leur mission de solidarité territoriale, demeurent naturellement des acteurs de premier plan pour vous appuyer dans vos projets, notamment par les contrats qu'ils vous proposent, par les guichets qu'ils vous proposent, les guichets d'aide, qui sont de plus en plus conçus d'ailleurs en coordination avec les instances régionales. Enfin, l'affirmation d'un nouveau statut pour les plus grandes agglomérations, les métropoles, confère à ces dernières de nouvelles responsabilités, mais les oblige aussi à prendre encore plus en compte les territoires périphériques, ceux qui sont directement à leur contact, ce qu'on appelle les espaces périurbains, tout comme ceux qui sont plus éloignés mais qui restent sous leur influence ou qui sont sous leur influence. C'est une des ambitions des pactes État-métropole qui sont en cours d'élaboration que de prévoir des actions visant à faciliter ou à entretenir les liens entre l'agglomération, la métropole, et le réseau des villes et villages au-delà de son périmètre. C'est une réalité d'ailleurs qui est parfaitement intégrée par les exécutifs des métropoles et qui doit se traduire en actions au bénéfice des populations et des entreprises, des acteurs, qui soient profitables aux communes du centre comme à celles de la périphérie. C'est le principe des accords de réciprocité entre territoires, et j'avoue que c'est un terme que nous utilisons chaque jour davantage, y compris au CGET. Si elle n'est pas nouvelle en soi dans les pratiques, parce que la ville a de tout temps utilisé les ressources de la campagne, tout en offrant des services aux populations rurales, la réciprocité mérite d'être traduite par des actions plus équilibrées. Et il faut qu'on soit en permanence, que les exécutifs à la fois des métropoles et des collectivités à l'extérieur de ces métropoles soient à la recherche d'accords, comme on dit, gagnant-gagnant. Et ceci dans une large palette de domaines. Traditionnellement, on parlait de métropole en se focalisant simplement sur les déplacements des personnes domicile-travail. Et on faisait ceci faute d'avoir des critères d'appréciation beaucoup plus nombreux et mesurables. Aujourd'hui, je pense que ces accords gagnant-gagnant doivent être beaucoup plus larges et doivent porter aussi bien sur les flux de matériaux ou de ressources énergétiques, sur les productions alimentaires, sur les coopérations en matière de recherche et d'innovation, sur les mobilités, sur les politiques culturelles et sportives, sur la promotion des territoires en général. Les démarches qui sont actuellement entreprises dans plusieurs régions françaises sont d'ailleurs encourageantes dans ce sens. Je crois que vous avez parlé d'un exemple breton dans le cadre de vos débats. C'est effectivement un exemple qu'il convient de bien analyser et de suivre, je pense. On peut considérer que bien des territoires pratiquent cela sans le dire ou sans avoir besoin d'un label pour le faire, mais l'intérêt d'un accord de réciprocité, à mon sens, comme d'un contrat, c'est de pouvoir convenir dans la durée d'une démarche intégrée portant sur un ensemble de thèmes qui touchent à la vie des habitants et des entreprises. Et par ailleurs, c'est aussi la possibilité d'obtenir peut-être un appui spécifique dans le cadre de ces pactes État-métropole. Vos débats ont également porté, je viens d'en avoir l'illustration, sur la problématique de l'innovation. Alors évidemment, comme d'autres d'ailleurs, le ministère de l'Aménagement du Territoire et le CGET soutiennent tous les processus d'innovation et tout ce qui va dans le sens d'une amélioration du fonctionnement de nos institutions et de nos territoires, qu'on soit dans les territoires urbains, qu'on soit dans les territoires ruraux, et ceci tout particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre des CPER. Je pense en particulier à une démarche que nous avons lancée, une démarche pilote que nous avons dénommée les territoires catalyseurs d'innovation. Ces territoires, qui sont des lieux d'expérimentation et de déploiement de bouquets de solutions nouvelles, mettent en œuvre des actions dans les champs du développement économique, de l'aménagement, de l'énergie et de la mobilité durable. Cette initiative, donc les territoires catalyseurs d'innovation, est née du constat que les innovations nécessitent d'une part d'être testées en vraie grandeur sur des territoires, pour permettre aux entreprises de développer une offre concurrentielle au niveau national, voire international, et d'autre part, de permettre aux territoires de définir des actions adaptées à leurs enjeux. 10 projets pilotes ont été sélectionnés dans 4 régions. Ils ont été inscrits dans le volet territorial des CPER. Ils bénéficient d'un soutien financier du FNADT et également d'un accompagnement renforcé visant à maximiser leurs retombées sur les territoires et à lever les freins à leur développement. À l'issue des 2 premières années d'expérimentation, c'est un process qui sera, je suppose, j'espère, en fonction des résultats d'évaluation, généralisé et proposé sur l'ensemble du territoire métropolitain.
J'ajoute d'ailleurs que le CGET a réalisé une étude pour mieux identifier les leviers de l'innovation dans les territoires à faible densité de population. C'est une étude que vous pourrez trouver sur notre site internet. Parmi les leviers que nous avons identifiés, j'en cite 2 qui me semblent correspondre à ce qui fait l'ADN des PETR et donc de la NPP. La capacité d'un territoire à définir une stratégie fédératrice de long terme qui permet d'ancrer la dynamique dans la durée. Et ensuite, les modes d'organisation collectifs qui favorisent l'alignement des intérêts, l'action et la mobilisation effective des acteurs locaux dans la durée. Cette démarche en faveur des territoires s'inscrit dans une nouvelle politique d'aménagement du territoire et des territoires français portée par le gouvernement. Cette politique vise à rompre tant avec la logique d'opposition entre urbain et rural qu'avec celle d'une intervention publique qui ne s'orienterait que vers les territoires les plus en difficulté, laissant les autres, comme on dit, se débrouiller. Une politique en rupture aussi avec celle des années 70 et des actes unilatéraux de l'État. Cette politique part du territoire et de la volonté de ses élus d'y insuffler une dynamique de développement qu'ils ont conçue et qu'ils veulent porter. En appréhendant mieux la diversité des espaces français, en permettant à chaque citoyen un accès aux services et en lui assurant une meilleure égalité de traitement, l'ambition de cette politique et de l'action du CGET est de donner à tous les territoires les moyens de leur développement propre, tout en favorisant les liens sociaux et en confortant les interdépendances. Comme vous le savez, le gouvernement a traduit cette nouvelle ambition dans un programme de mesures qui ont été annoncées dans les 3 conseils interministériels aux ruralités, les CIR, et les 3 conseils interministériels à l'égalité et à la citoyenneté, les CIEC, que nous avons tenus depuis 2015. Ils ont précisé un certain nombre d'engagements interministériels dans différents domaines, mais ils ont été aussi l'occasion d'engager des actions inédites ou d'être bien plus volontaristes en matière d'accès aux services numériques, on en parlait il y a un instant, de redéploiement des services publics et d'appui aux dynamiques de projet des collectivités territoriales. Les mesures qui ont été annoncées lors de ces comités interministériels sont aujourd'hui toutes engagées. Elles ont déjà, et je pense encore davantage dans quelques mois, un impact réel sur la vie quotidienne de nos concitoyens, au fur et à mesure qu'elles seront mises en œuvre, un impact, je dis, sur la vie de nos concitoyens, sur les conditions d'exercice de l'activité des entreprises, sur les capacités d'action des communes et des intercommunalités, et globalement sur l'attractivité des territoires. Le ministre Baillet, d'ailleurs, doit demain présenter un bilan de l'action du gouvernement sur les 104 mesures présentées en comité interministériel aux ruralités en Conseil des ministres. Enfin, parmi ces mesures, je voudrais rajouter quelques mots sur les contrats de ruralité dont vous avez dû aussi parler pendant ces 2 journées. Alors, je n'hésite pas à dire qu'ils constituent un des outils majeurs de la politique en faveur des ruralités que nous mettons en œuvre au cours de cette année 2016 et qui se développera tout au long de l'année 2017. Ces contrats doivent être signés prioritairement entre l'État et un pôle d'équilibre territorial et rural, ou, si le département ne comprend pas encore de PETR, avec un ou plusieurs EPCI. C'est d'ailleurs, à mon sens, la reconnaissance de l'intérêt de ce niveau d'agrégation des territoires, le PETR, qui correspond à une communauté de vie et une communauté de projets. Pour autant, privilégier la signature avec les PETR et les EPCI ne doit pas empêcher d'autres structures, qu'il s'agisse de collectivités territoriales, de syndicats mixtes, d'opérateurs publics ou même d'associations, d'y être pleinement associées, voire d'en être co-signataires si elles portent tout ou partie de ces actions. Je vous incite même à encourager et à faciliter la contribution de ces acteurs. Vous avez été sensibilisés par les préfets de département pour vous déclarer volontaires à l'élaboration de ces contrats, qui ont vocation, comme je le disais, à fédérer l'ensemble des acteurs locaux autour d'un projet de territoire partagé et opérationnel. Cette proposition semble correspondre à un besoin, puisque selon nos informations, une grande majorité des PETR et plusieurs centaines de PCI se sont d'ores et déjà déclarés volontaires pour élaborer de tels contrats. Il y a quelques jours, nous avions enregistré 350 demandes de conclusion donc de contrats de ruralité. Et dans les semaines qui viennent, j'espère que les premiers pourront être signés, ouvrant la voie donc à un grand nombre de ces contrats tout au long de l'année 2017.
Ça veut bien dire qu'il manquait dans la boîte à outils de notre gouvernance un dispositif contractuel pluriannuel, multithème, permettant d'accorder les politiques des différents acteurs publics à l'échelle des bassins de vie. Face à cet engouement, nous devrons certes effectuer quelques choix, là où les demandes seront trop nombreuses et peu cohérentes avec les réalités territoriales. Ça sera le cas notamment pour éviter des effets inégalitaires entre des territoires qui seraient sous contrat et d'autres qui ne le seraient pas dans des départements particuliers. Ces contrats sont traités au niveau des préfectures de département. Ça correspond à une volonté explicite de proximité et d'efficacité. Ils répondent à deux objectifs. D'abord, un objectif de cohérence. Aujourd'hui, chaque collectivité, chaque opérateur agit souvent seul et sans stratégie d'ensemble. Le contrat vise donc à coordonner les moyens techniques, humains et financiers de l'ensemble des parties prenantes et à sortir des logiques en silo. Ces contrats ne constituent donc pas que le moyen d'avoir accès à des crédits complémentaires. Leur ambition est bien plus large. Elle vise à conforter une véritable stratégie territoriale, une stratégie qui réponde aux besoins en matière d'accès aux services et aux soins, de cohésion sociale, de transition énergétique ou encore d'attractivité de ces territoires. Ces contrats recherchent également l'efficacité. À cette fin, les plans d'action devront être précis et répondre aux enjeux du territoire à moyen terme. Moyen terme, ça veut dire jusqu'en 2020 pour la première génération. Ensuite, il s'agira de contrats portant sur 6 années et des contrats qui identifieront le ou les acteurs les plus adaptés pour porter chacune des actions qui y sont consignées. Ces contrats, en valorisant l'ensemble des dispositifs publics, qu'ils proviennent de l'État ou des collectivités, constitueront, me semble-t-il, des éléments de réponse globale et durable aux enjeux de chacun des territoires. Pour l'État, ils doivent servir à valoriser l'ensemble des mesures prises à l'occasion des comités interministériels, qu'il s'agisse des conventions ruralité portées par le ministère de l'Éducation nationale ou des actions en faveur de l'accès aux soins portées par les agences régionales de santé, pour ne prendre que deux exemples. Dans le cadre de la révision des contrats de plan État-région, le ministre a d'ailleurs reçu l'ensemble des présidentes et présidents de région dans les semaines précédentes. Ils et elles, ou elles et ils, ont tous affirmé vouloir s'engager dans cette politique en faveur des territoires ruraux. Les conseils régionaux sont donc associés à la démarche pour mettre les contrats de ruralité en cohérence avec les dispositifs qui sont portés par ces mêmes régions. Les conseillers départementaux, eux aussi, pourront être partenaires des contrats de ruralité dans le cadre de leurs compétences en matière de solidarité territoriale. Bien que dénommés de ruralité, ces contrats sont ouverts aux communautés d'agglomération qui intègrent des collectivités, des communes rurales, à condition bien sûr que les actions visées par les contrats soient bien localisées dans les communes rurales de l'intercommunalité. En matière enfin de financement des plans d'action inscrits dans ces contrats, le gouvernement a souhaité apporter un soutien supplémentaire en crédit de l'État. Ces contrats sont donc dotés de 216 millions d'euros de FNADT pour l'année 2017. Les crédits seront portés par les préfets de région en lien avec les préfets de département, qui sont les négociateurs et les signataires de ces contrats, et qui signaleront qui peuvent signaler des actions nécessitant un appui complémentaire de l'État. Ces financements ont évidemment vocation à être renouvelés dans des proportions similaires et chaque année en loi de finances pour la durée, autant que durent ces contrats. J'ajoute que ces crédits de l'État sont cumulables avec les crédits du droit commun. Je pense à la DETR, je pense aux autres lignes du FNADT, je pense aux crédits européens et bien entendu à ceux qui peuvent être portés par d'autres collectivités territoriales, départements ou régions. En tant qu'administration pilote du dispositif, le CGET a vocation à accompagner l'ensemble des acteurs locaux dans l'élaboration de ces contrats. Il est garant de leur réussite. Le ministre m'a donné cette responsabilité et cette mission. Et dans ce cadre, il a souhaité que le CGET soit destinataire des projets de contrat avant que ceux-ci ne soient signés. Je vous rassure, il ne s'agit pas de recentraliser le dispositif, mais de s'assurer que les démarches répondent bien à l'esprit originel que je viens d'évoquer. Mesdames et messieurs, nous voyons dans ces contrats de ruralité une opportunité formidable pour améliorer l'efficacité de l'action publique, qu'elle soit nationale ou locale. En mettant en place des programmes d'action concrets et partagés, j'ai la conviction que nous participons à la construction de territoires plus dynamiques et plus solidaires aux côtés de la NPP. Je vous invite évidemment à vous en servir pleinement. Je vous remercie, Président.
Bien, 2 mots pour conclure ces états généraux. Le premier, c'est merci. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci du fond du cœur d'avoir fait cet effort, élus, directeurs de territoire, de pays, collaborateurs, membres du Conseil de développement, leaders sur ce territoire donc, qui aujourd'hui, national, est confronté à une transition importante, un bouleversement. Et c'est vrai que ces États généraux, vous y avez participé avec beaucoup de conviction, beaucoup d'intérêt, une participation. Je remercie tous ceux qui sont venus pour témoigner, mais aussi tous ceux qui ont animé ces ateliers. Et je crois que tout ça, c'est la démonstration que nous sommes mobilisés. Nous sommes mobilisés à un moment fort pour permettre donc, au moment où cet aménagement de territoire est bouleversé, la transition qui est nécessaire pour nos territoires se fasse grâce à notre action. Les échanges que nous avons eus seront approfondis certainement sur le site de notre association et je suis sûr que vous y apporterez des remarques et aussi des propositions que nous aurons l'occasion de commenter une autre fois. Vous l'avez souligné, Monsieur le Commissaire général, je crois que ces États généraux sont marqués par 2 choses qui me paraissent importantes. Le retour de la contractualisation de l'État et des collectivités qui y sont associées. Et deuxièmement, la reconnaissance du niveau supra-communautaire. Je crois que ça me paraît résumer ce que nous avons vécu durant cette année 2016 et tout ce que nous avons entendu fera que, j'en suis sûr, nous repartirons chacun dans nos territoires avec cette force, cette conviction de continuer ce travail nécessaire pour que nos territoires de projet soient entendus, nos territoires de projet aient des moyens de réaliser leurs projets. Et bien sûr, c'est la raison essentielle d'exister de l'ANPP. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite des États généraux. La liste est trop longue. Je ne vais pas vous imposer les remerciements de tous les partenaires qui sont encore présents, ceux qui sont déjà partis. Mais je voudrais quand même appeler Michael Restier, Grégory, sur la scène. Je ne peux pas demander à Catherine Saldon de venir parce qu'elle ne pourrait pas. Et je vous demande de leur faire... Voilà, je crois qu'on peut vraiment les applaudir. Je voudrais aussi associer à ces applaudissements tous les directeurs de pays ou tous ceux dans ces pays qui les ont aidés à faire ce formidable travail qui font de ces États généraux une réussite exceptionnelle et qui restera un souvenir que nous garderons pendant très longtemps. Merci, bon retour à tous et soyez prudents pour ceux qui voyagent sur la route. Merci.